Le club a évolué en Ligue 2, un patron, ancien joueur, entraîneur, président et manager général. Le professionnalisme qu'on a connu de 93 à 97, qui est resté ancré chez les gens de Saint-Brieuc, ils sont un peu nostalgiques de cette époque-là. Donc il ne faut pas vivre dans le passé, il faut se rappeler de son passé pour savoir d'où on vient. Mais nous, on a envie d'écrire l'avenir du club. Oui, bien sûr. Les Griffons redécouvrent la Nationale 2, un championnat qu'ils n'avaient plus côtoyé depuis 12 ans. 6e de leur groupe avec un bilan de 4 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Les Bretons ne veulent surtout pas brûler les étapes, mais le rêve de jouer une Ligue 1 est présent dans toutes les têtes. James Lemaire, défenseur. On s'est fixé de jouer une Ligue 1 entre nous. Donc voilà, il reste 2 tours avant que les Ligue 1 rentrent en liste. Donc voilà, nous, peu importe l'équipe qu'on aurait joué, le but du jeu c'est de passer, de gagner. Donc voilà, on va tout faire pour passer cette équipe-là. Et pour atteindre ses objectifs, le club s'est renforcé. Il a recruté 2 frères, 2 anciens professionnels, Ahmad et Zana Allé, passés respectivement par Rennes, Saint-Étienne et Auxerre, ainsi que l'AC Ajaccio. Ah oui, mais attention, parce que le Geldar de Kourou, eux aussi, ils sont costauds. Alors, je ne sais pas s'il y a des professionnels, des anciens professionnels, mais ils sont bons. Allez, c'est le chauvinisme qui parle. Voilà pour l'édition du 11h. Rendez-vous dans un instant pour parler musique avec le dernier album de Yann Cléry dans la chronique de Tiziana Maron et notre invité pour parler théâtre avec Pascal Légitimus en direct. Babylone senti pression qu'a monté, c'est nous qui a prié en seul dia. Moi les rétés en Zion, et même si pour sa forme moi payer millions. Babylone senti pression qu'a monté, c'est nous qui a prié en seul dia. Pourquoi l'été fidèle en loi qui mettait division, séparation en l'esprit à tout peuple au Caraïbes. Bataille au plein emploi, ça est qu'à vraie misère. Pas songer des mains à la fin, nous toujours qu'à perdre. Qui est toujours love vous. Et tout pas tout moins patient qui représentez-vous. Montez par Reston, la de la reine. Babylone City, pression qu'a monté. Against moi les vétérans Zion. Et même si vous savez moi payer des millions. Babylone City, pression qu'a monté. C'est nous qui a prié en Selja. Moi les vétérans Zion. Et même si vous savez moi payer des millions. Pression qu'a monté, c'est nous qui a prié en Serja. Le titre ça t'est classé confidentiel. La choix d'une pire réelle, l'antigua de la babonne, nous beaucoup y'ont nous lever en Zion et c'est là pour nous construire. Respectez Zion même si son chant Freedom fighters, Caribbean soldiers will be coming from Africa. Nous sommes les mêmes bateaux, la expédition massive pour America. Moi les rétés en Zion. Si vous savez moi payer millions. Babylone City, pression qu'a monté. C'est nous qui a prié en Selja. Moi les rétés en Zion. Et même si vous savez moi payer millions. Babylone City, pression qu'a monté. C'est nous qui a prié en Selja. Moi les rétés en Zion. Et même si vous savez moi payer millions. Petit tour en Guyane avec Zion, le petit Zion que l'on aime bien fréquenter, quand on y est en tout cas, avec Camille à l'instant. Il est 11h10, restez avec nous, c'est tout de suite l'heure de retrouver la chronique musique de Tiziana Maron pour nous parler du dernier album de Yann Cléry. Ça a passé il y a longtemps, à l'histoire des nègres marrons. Motozot, ou quand la musique amazonienne de la Guyane se teinte de funk, de jazz, de rock, de trance ou encore de raga. Le titre de ce nouvel album de Yann Cléry, Motozot, est déjà un début d'explication de son message. C'est un album qui parle de nous, de vous, de liaison, d'unité. C'est l'album de la prise de conscience, d'une rébellion par rapport à une invisibilité de la Guyane dans le paysage caribéen. Dans ses textes, Yann Cléry s'inspire des grands poètes guyanais de la négritude. Il a adapté en musique les écrits de Léon Gontran Damas et aussi du poète moderne Élie Stephenson, parce que la poésie restitue au peuple guyanais sa fierté d'être noir. C'est une porte d'entrée pour revendiquer une fierté guyanaise dont je me fais l'étendard. Vraiment, j'ai demandé évidemment les droits pour Léon Gontran Damas auprès de Présence africaine, et puis surtout j'ai rencontré Élie Stephenson pour utiliser un de ses textes. Avec Motozot,
Yann Cléry propose une musique aussi éclectique que revendicative, un voyage à travers les styles, point de départ, la forêt guyanaise. Dans mon fauteuil, je regardais le film à la télé. Un type nommé Jojo le Bouffi poursuivait la pauvre Suzy. Il la coince près de la Syrie et très méchamment lui dit: si tu me donnes pas ton hanche en moins de 2, je vais te couper en 2. Puis il l'empoigna. Il la ficela. Il l'a mis sous la scie. Et Zorro est arrivé sans se presser. Le grand Zorro, le beau Zorro, avec son cheval et son grand chapeau. Mais bientôt, j'ai pris la deuxième chaîne, car un vieux schnock parlait. Charmante soirée, sur la deuxième chaîne, il passait le même navet. Près d'une cabane, Joe le Bouffi coinçait la pauvre Suzy. Il lui disait: donne-moi ton hanche et poupée ou je te transforme en purée. Puis il l'empoigna. Mais il la ficela. Il mit le feu à la dynamite. Et Zorro est arrivé sans se presser. Le grand Zorro, le beau Zorro, avec son cheval et son grand chapeau. Mais moi j'en avais tellement marre, j'ai repris la première chaîne. Et devant mes yeux hagards se déroulait la même scène. Et Jojo le Bouffi dans un sac fourrait Suzy disant: donne-moi ton hanchier boudin ou je vais te balancer sous le train. Puis il l'empoigna. Et il la ficela. Sur les rails, il la fit rouler. Mais le train arrivait, les copains. Et Zorro est arrivé sans se presser. Le grand Zorro, le beau Zorro, avec son cheval et son grand chapeau, avec son flingue et son grand lasso, avec ses bottes et son vieux banjo. Alors là, il fallait le sortir de notre discothèque. Henri Salvador, Zorro est arrivé. Merci Hervé Famaro pour la programmation musicale de ce jour. Restez avec nous, c'est l'heure pour nous de retrouver notre invité du jour. Invité du jour de Matin Première, l'acteur, metteur en scène, réalisateur, humoriste et à ses heures, pas si perdu que ça, chanteur, Pascal Légitimus, bonjour. Chanteur, ah oui. Bah si. Oui. Ah bah si. Propylène, parabène, collagène. Enfin, je m'exprime, on va dire. Il voulait nous avoir, il voulait nous dire non, moi j'ai jamais fait. J'ai la preuve. Je vais en faire d'autres en plus. Ah bon? Oui. Vous aimez bien ça, ce genre de petites... Oui, c'est un pamphlet. J'aime bien les pamphlets à la manière des inconnus, évidemment, c'est mon ADN, parce que j'aime bien m'exprimer sur des thèmes forts. Là, c'était l'écologie, et le prochain thème, ça va être le handicap. Le handicap, ouais, d'accord. Sur une musique funky. Et de cette façon, musicalement en tout cas, ça vous séduit davantage, parce que vous avez une panoplie de possibilités d'expression différentes. Oui, mais chaque morceau aura son identité. Là, c'était un peu rap jazz, là, ça va être funky, le prochain, ça va être latino. Après, ça va être un peu plus glamour, smooth, et ainsi de suite. Donc, je vais faire 5-6 morceaux comme ça, étalés sur un an. D'accord. Voilà, parce que ça m'amuse. Bienvenue chez vous, dans les studios d'Outre-mer. Vous êtes sur la scène du très beau Théâtre des Variétés à Paris, avec la pièce Non à l'argent. Et on est très content de vous voir comme ça, aussi présent sur une scène de théâtre, avec loin des caméras. Il y a toujours un petit peu cette distance. Ouais. Et là, il y a une espèce de proximité pour une pièce originale, dont je vous laisse, qui est sponsorisée, j'imagine, par FDJ, on va dire ça comme ça. Oui, si vous voulez. Française des Jeux. Je vous laisse faire le pitch. Le pitch, il est simple. C'est mon personnage qui s'appelle Richard. Donc, il a le ticket gagnant du loto, 162 millions d'euros. Juste comme ça. Voilà, un truc improbable, mais bon. Et il les refuse.
Et donc il réunit sa mère, son meilleur ami et sa femme pour leur expliquer ses conditions et pourquoi il les refuse. Et évidemment, c'est la guerre. C'est la guerre. Ce qu'il ne cherchait pas arrive, du coup. Bah, Il ne voulait pas. Lui, quand il les convoque, il pense qu'ils vont être d'accord avec lui. Parce qu'il les connaît bien, semble-t-il. Et en fait, chaque personnage se révèle, ça devient cruel, agressif, je dirais même parfois mortel. Voilà. Donc de temps en temps, il y a une révélation. Chaque personnage se révèle. Et puis, c'est outrancier même, mais c'est très surprenant. Moi, ce qui m'a plu, c'est le pamphlet comme j'aime bien le mot pamphlet, donc je le répète, c'est le fait qu'il y ait du fond et que ça parle d'un thème universel. Ouais, c'est ce qui vous a plu dans cette pièce de Flavia Coste, d'aller en profondeur, mais sur la nature humaine, en fait. Oui. On est sur des réactions, sur un fait qui peut paraître comme ça... classique. Classique. Ouais. Mais c'est d'aller plus loin, de creuser, de fouiller. Le personnage est intéressant parce qu'il défend ses arguments très fortement. Et je dirais même que c'est presque du sophisme. On pourrait dire que la peine de mort, c'est bien, avec des preuves, et la peine de mort, c'est pas bien, avec des preuves. Là, c'est pareil. Tous les arguments qu'il énonce sur scène sont justes et légitimes, si je puis dire, sans faire de jeu de mots. Et ça se tient, il a raison. Mais quand on sort du théâtre, on se dit, mais il est débile ce mec, il est taré, on a envie de le tuer, c'est n'importe quoi. Moi, personnellement, je les prendrais, les 162 millions, on peut faire beaucoup de choses. On va en parler alors, justement. Sauf qu'il y a une des répliques, justement, il dit, mais pourquoi t'as joué ? Si c'est pour ne pas... Et il donne une raison. Il y a une autre raison qui est celle-ci, qui est fondamentale. Et là, ça pèse du coup. Et c'est vrai que ça donne. Ah, oui. Vous vous êtes dit quand on vous l'a proposé, je veux, c'est pour moi. Je l'ai lu. Parce que vous portez cette pièce, hein. Vous avez un rôle. Oui, je suis le membre fondateur et je suis, on va dire, l'arche majeure. Je distribue les cartes et puis j'ai des échos qui reviennent. Moi, je le dis souvent en interview et c'est vrai, j'ai reçu la pièce vers 17h chez moi sur Internet et à 19h, je disais oui. Ouais. J'étais assez rapide parce que j'avais lu d'autres pièces. D'habitude, ça prend plus de temps. Pas forcément, mais il y a une réflexion d'une journée ou deux. Voilà. Là, j'ai dit oui tout de suite, c'était assez évident. Parce que le personnage me ressemble un peu quelque part. Ses arguments, je pourrais les dire et les énoncer. Mais bon, à un moment donné, il faut être... faut être lucide. Faut être lucide. Un beau casting. Votre mère, Claire Nadeau, somptueuse. Oui. Toujours, comme d'hab. Très drôle. Ouais. Est-ce que ça demande... des efforts supplémentaires. Bon, je dis Claire Nadeau, mais Philippe Lelièvre, voilà, ça va loin, quoi. Ça demande donc de se surpasser, d'être. Est-ce que ça apporte une motivation supplémentaire ? Alors, je dis pas que à d'autres moments vous êtes plus, mais bon, voilà, tout est bon niveau. Alors. Vous avez raison quelque part, et en même temps, ce que je pourrais rajouter, c'est que tous les quatre, nous avons la même vibration. Nous sommes de la même famille humoristique et de comédie. Julie Debonac, qui est la petite dernière, qui est une fille qui existe depuis plus de 10 ans, que j'ai vu jouer, moi, il y a très longtemps dans une pièce de théâtre, est en pleine maturité. D'ailleurs, je crois que ce soir, sur une chaîne concurrente, elle a un beau téléfilm. Et... dans les répétitions, on a senti tout de suite qu'on était connectés et qu'on pouvait aller ensemble. Et d'ailleurs, ça se sent sur scène que Philippe Lelièvre, c'est mon ami. Ma mère, Claire Nadeau, c'est ma mère. Enfin, les rapports sont crédibles. Et c'est ça qui est fort. Et tous les jours, on améliore, on se voit, on mange ensemble. En fait, on est devenus très proches au sein du théâtre et en dehors du théâtre. Ça crée des liens. J'ai l'impression que vous êtes un perfectionniste. Sous vos airs d'humour, des inconnus, bien sûr, etc., de toutes ces comédies. Alors, oui. Apparemment, un gros bosseur, on va en parler aussi si on a un peu de temps, j'espère. Et un perfectionnisme, même du temps des inconnus. Oui, perfectionniste, même si vous voulez, pour faire un néologisme. Oui, c'est-à-dire que, en fait, j'ai une petite anecdote très très courte. Il y a très longtemps, quand j'étais gamin, on m'avait engagé pour faire un petit gala. On m'a dit un petit quart d'heure. Et en fait, le gars m'a dit t'as besoin de quoi ? Je dis j'ai besoin d'un micro, d'une petite estrade et de la lumière. Je suis arrivé l'après-midi, il n'y avait rien. Et le soir, j'ai joué, il n'y avait rien. Donc j'ai improvisé et je me suis dit, plus jamais ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour être au top et pour avoir une bonne réflexion vis-à-vis du public. Donc oui, effectivement, voilà. Mais je ne suis pas un malade, mais voilà. Mais quand même, il faut y aller. Il y a de belles répliques, il y a un rapport à l'argent, du coup, parce que voilà, on est dans cette société aujourd'hui où l'argent est roi. Voilà, où l'argent est roi, il faut bien l'admettre, et du coup, ça fausse les rapports. Bien sûr. C'était intéressant de pouvoir jouer sur justement ces rapports humains, sur l'argent. Oui, parce que je pense que les gens ont besoin de ça et de l'entendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on n'a plus de carte bleue,
plus Internet et plus de téléphone, on est un vrai clochard. Donc on est vraiment dépendant du système. Et l'argent n'existe plus. C'est-à-dire que l'argent, matériellement, n'existe plus. On a des cartes bleues, voilà. Et encore, quand on va dans une banque, l'argent, c'est un jeu d'écriture. Donc quand on vous prête de l'argent, ça n'existe pas. Donc à un moment donné, on fait tout pour l'argent. On travaille pour de l'argent. C'est ça qui nous permet de vivre. Mais en même temps, c'est pas ça la vie. La vie, c'est quoi? C'est des biens dans sa peau, c'est de l'amour autour de soi, que le frigidaire soit plein. C'est très compliqué. Ouais. Non à l'argent, avec ce type qui gagne au loto 162 millions et qui explique pour quelle raison il refuse de les toucher à son cercle le plus proche, sa femme, sa mère et son meilleur ami, employeur également. J'imagine qu'entre vous vous êtes posé la question. Pas vraiment. Allez, non. Qu'est-ce que tu ferais, toi, dans cette situation, entre vous, en coulisses? 162 millions, c'est trop. Moi, on me donne 3-4 millions, voilà, ça va. Je fais le bien autour de moi, quelques œuvres caritatives, voilà, et puis ça suffit, quoi. Je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas besoin d'autant d'argent. Et pour ça, vous jouez au loto, j'imagine? Mais pas du tout, je n'aime pas les jeux d'argent. C'est vrai? Non. Ouais. On est là partout, même quand tu joues, pauvre idiot, on est là partout. Le loto, c'est nous, le bingo. Les inconnus, c'est eux. On en a parlé. Vous en avez parlé, ça vous a toujours un peu inspiré, cette affaire quand même. Bien sûr, évidemment, parce que on en avait marre à l'époque de payer. Quand j'avais vu notre feuille d'impôt avec toutes ces taxes, je disais mais c'est impossible, quoi. Je veux dire, on est pompé, aspiré. En même temps, moi je suis content de payer des impôts. Mais le problème, c'est que je ne vois pas l'aboutissement de ce que je donne parfois, et la société est autant malaisée. C'est-à-dire que tu dis mais où va l'argent? Et quand on voit des fois que l'argent est gaspillé, et mal utilisé, détourné, on se dit c'est chiant, quoi. Ouais. Votre rapport à l'argent, c'est quoi? Bon serviteur, mauvais maître. Ah ouais, voilà, ok. Simplement. Très bien. Non, je n'ai jamais fait des choix artistiques pour de l'argent. Mais aussi loin que je me souvienne, jamais. Ouais. Pourtant, vous bossez, hein? Oui. Alors, c'est pour le plaisir? Évidemment. C'est-à-dire que même à 90 ans, installé, tant que j'ai de l'essence dans ma voiture, tant que j'ai des choses à dire, voilà. Tant que j'ai des choses à dire, je m'exprimerai. À un moment donné, j'aurais fait le plein, je m'arrêterai. Bon, on l'a dit, comédien, chanteur éventuellement, réalisateur, metteur en scène, auteur, vous faites énormément de choses. Vous avez l'air de bosser énormément. Vous êtes sur 3 autres projets, oui, en train d'écrire. En fait, il y a 24 heures. 8 heures pour dormir, 8 heures pour travailler, il reste encore 8 heures. Ouais. On fait quoi? Vous voyez, donc, en fait, j'utilise le temps qui m'est imparti pour m'exprimer. Donc, une feuille blanche et un stylo, et puis c'est parti. Voilà. Et après, je mets ça dans un tiroir, et puis ça ressort. Alors, on a l'impression que je travaille beaucoup, mais ça fait des années que j'accumule des choses, sachant que dans Les Inconnus, j'étais dans un cadre. J'écrivais pour ce cadre. Maintenant que je suis en dehors du cadre, je m'exprime seul. Et ça fait du bien? C'est préférable comme ça? Oui, bien sûr. D'être en dehors du cadre, justement? C'est une éjaculation artistique, intellectuelle. Il faut que ça sorte. Si vous le dites. À un moment donné. C'est une métaphore, mais on comprendra. On comprend. C'est génique. Ils vont dire il faut que ça sorte. Il faut que vraiment j'ai des choses qui me taraudent, qui m'énervent. Et j'ai des moyens d'expression qui sont donc les médias. Et ces moyens, vous avez le sentiment d'y avoir suffisamment accès, un peu comme vous le voulez? C'est compliqué, c'est difficile, on est pointilleux, ou alors vous n'êtes pas... Est-ce que vous avez le sentiment de ne pas être en phase avec la demande du moment, Je ne suis pas en phase, j'essaie d'être le plus naturel possible, le plus sincère possible, évidemment. Non, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a plein de jeunes qui débarquent, quoi. À un moment donné, on n'a plus besoin de vous. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, on dit, ça va. On vous le fait savoir? Pas forcément, mais moi, je ne suis pas très concerné. Mais tant qu'on fait des choses novatrices, des choses un peu originales, qui ont du sens, et puis que vous êtes toujours bankable, parce que c'est important, il faut que vous rapportiez de l'argent, évidemment, au système. Mais bon, moi, je prends mon bâton de pèlerin, je vais dans toute la France faire mon spectacle Legitimus Incognitus. Voilà, tout va bien, quoi. Et ça va. Vous écrivez sur 3 autres projets? Oui, j'écris un long métrage, et puis une pièce de théâtre, et puis une série, voilà. L'outre-mer, est-ce que ça fait battre votre cœur, vous qui en êtes originaire? Est-ce que c'est au point d'être présent continuellement, ou alors, voilà, c'est là, c'est quelque chose qui est là? On me l'a reproché souvent, j'en parlais hors antenne tout à l'heure. Il se trouve qu'il y a des gens un peu agressifs, des blogueurs ou des journalistes un peu intello, qui estiment que des gens comme Lucien Jean-Baptiste, moi et d'autres et consorts, on ne sommes pas de là-bas, donc nous n'avons aucune légitimité pour nous exprimer au nom de l'outre-mer.
Et en ce moment, il y a des assises qui sont en train de se faire pour essayer de faire améliorer les choses. Mais vous allez être J'en fais partie. en rapporteur. Voilà, histoire de donner des conseils. Et on me dit, mais on vous reprocherait. Mais pourquoi Légitimus, il est là-dedans, de quoi je me mêle? Donc c'est un peu compliqué. On essaye d'œuvrer pour la communauté. On a donc des espèces de boulets en face de nous. Et je dirais qu'en ce moment, le pire ennemi du noir, c'est le noir, quoi. Quelque part, ça fait du mal de savoir qu'on est trahi par les siens, sachant que on ne fait que aider avec ce qu'on peut. Voilà. D'accord. Vous avez essayé de mettre en place des projets, des choses, tourner, justement, on a essayé. d'établir ce lien avec l'outre-mer, comme avec d'autres, mais un peu plus privilégié avec l'outre-mer, justement. L'outre-mer, ce sont mes racines, donc il n'y a aucune raison que je renie mes racines. Alors, je suis arménien d'un côté et antillais de l'autre, donc Caucase, cocotier, comme je l'ai souvent dit. Et moi, les Antilles, c'est important. Mais ça ne m'empêchera pas de m'exprimer, de dire les choses, même si ça fait un peu mal, mais la vérité, à un moment donné, il faut que le pu sorte. D'accord. Justement, à travers ces assises de l'outre-mer, qu'est-ce que vous souhaiteriez que l'on puisse dire, qui puisse en sortir? Alors, je ne vous dis pas de me faire tout un... mais qu'est-ce qui serait intéressant? Quel est l'intérêt? Parce que je suppose que vous avez réfléchi, là aussi, peut-être 2 ou 3 heures, quand on vous a proposé de faire partie de ces rapporteurs de ces assises, qui sont quand même un rendez-vous important. Tous les 5 ans, il y a des assises. Tous les 5 ans, quand on change de gouvernement, il y a des colloques. On réunit des personnes qui ont du bagage intellectuel pour réfléchir. Le problème, c'est que ça avance pas beaucoup. Alors moi, je viens aider. Donc là, on va essayer d'améliorer les choses en ce qui concerne au niveau de la culture, pour qu'il y ait plus d'expressions de là-bas qui viennent chez nous, parce qu'il y a une espèce de cloaque, on est comme ça parqué. Mais il faut qu'il y ait un lien plus fort, même si France O existe. Mais en même temps, il n'y a pas assez de pièces de théâtre, il n'y a pas assez de représentation encore dans les médias. Et je remarque une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'Africains qui existent. Et moi, on m'a dit, les Africains, mais alors où sont les Antillais? Pourquoi il n'y a pas autant d'Antillais en tant qu'acteurs, musiciens qu'on met en avant? Alors, dans le sport et la musique, il n'y a pas de souci, mais en tant qu'acteur de l'expression théâtrale et cinématographique, c'est très complexe. Donc, on va essayer d'œuvrer pour que ça s'améliore. Aussi, dans ce domaine-là. Bien sûr. La suite pour vous, c'est toujours non à l'argent. Ça marche de mieux en mieux, de jour en jour, au Théâtre des Variétés. Le bouche à oreille est vraiment exceptionnel, donc les gens sont ravis, contents, et ça discute dans les cafés, dans les restaurants, le soir, après le spectacle, et c'est ça qui est intéressant. Venez entendre un petit peu ce qu'un homme qui vient de remporter 162 millions décide de faire de cet argent qu'il refuse, et les raisons pour lesquelles il les refuse. C'est poilant. J'avais quelqu'un derrière moi qui était... tordu de rire du début à la fin. Et en dehors de ça, il y a quand même des messages intéressants, importants et bien sociétaux. Et c'est vrai que les dom-toms et les toms jouent beaucoup. Il y a beaucoup de jeux d'argent là, donc c'est vrai qu'on peut être concerné par ce qui se passe sur scène. Et des fois, il y a des petits fous rires sur scène qui explosent à l'improviste parce qu'on se fait des blagues. Voilà, il n'y a pas que dans la salle où ça rigole, il y a aussi sur scène de temps en temps. Merci Pascal Légitimus. Santé à vous. Oui, je vous en prie. Bonne année si on ne se revoit pas d'ici là. Bon courage. Non à l'argent, c'est au Théâtre des Variétés. Il y a Claire Nadeau, Julie Debona et Philippe Lelièvre également à vos côtés. Allez-y, ça va bien vous faire rire pour cette fin d'année. Merci beaucoup. À bientôt, peut-être à très bientôt. Avant. Au revoir.